vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous accueillir et nous sommes ravis bien entendu et on embrasse tout. Là en ce moment on est une campagne de communication Sud Radio, donc on embrasse tous nos amis à Avignon sur le 95-12, Philippe. Absolument, à Marseille sur le 95.1 et la DAB+. À Pau sur le 102. Et également à Bayonne 103.9. Et puis à Lyon sur le 105.8. Nîmes 104.7. Et Toulouse 101.8. La plus belle ville du monde, bien évidemment. Non, n'existe pas, n'exagérez pas non plus. Elle est pas mal, elle est pas mal. Comment ça va, Philippe David ? Ça va très bien, mais là j'ai une grosse désillusion. On était mercredi, il y avait Philippe Bilger, Anne Mazoyer, il n'y avait pas Françoise Degois, elle vient d'arriver, je lui disais enfin un mercredi sympa. Et même pas. Là vraiment c'est la grande désillusion. J'ai réussi à faire avancer le bus plus vite que mon ombre. Le minibus ou le bus tout court? Le minibus, elle aimerait bien avancer. Pour François, vous avez tous les talents. Chers amis, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. Vous pouvez bien entendu 0826 300 300. Notre chaîne YouTube vous attend si vous n'êtes pas abonné. C'est le moment. On frôle les 1 million. Peut-être que finalement, à la fin de cette émission, on aura passé cette période fatidique du million. Allez, dans un instant, nos grands débats et le grand débat du jour à 17h30. Eric Ciotti s'affiche avec une tronçonneuse inspirée du président argentin. Le président de l'UDR propose une loi pour élaguer les dépenses publiques avec la suppression notamment des départements, des régions et des métropoles. Alors parlons vrai. Vu l'état des dépenses de la finance publique, a-t-on encore le choix qui allait autrement qu'à la tronçonneuse? Et à cette question, dépenses publiques, comme dit Eric Ciotti, faut-il une loi tronçonneuse? Vous dites oui à 86%, vous voulez réagir. Aude attend vos appels, sans tronçonneuse, au 0826 300 300. Charles Aloncle sera avec nous, député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, le ministre du Travail propose de faire cotiser les retraités les plus aisés pour financer la protection sociale. Idée strictement personnelle de sa part, je cite, aussitôt a rappelé Matignon, prenant des distances avec Astrid Panosyan-Bouvain. Alors parlons vrai, est-ce que vu l'effort à fournir, tout le monde ne doit pas être mis à contribution? Et à cette question, les retraités à plus de 2500 € doivent-ils payer une nouvelle taxe pour combler les déficits? Vous dites non à 85%, c'est quasiment un score identique au premier vote. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, que vous soyez retraité ou non. Allez, on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Il y a des personnalités que vous adorez ici. Philippe Bilger, bien entendu. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir. Il n'est même pas Françoise Degois il est aussi. Adulé. Ah oui, c'est vrai qu'il est adulé. Mais même Françoise, Françoise est adulée aussi. Mais Françoise, j'ai été partagée. À la fois, je regrettais qu'elle ne soit pas là, et je me disais, on va pas être contredit. Et surtout, vous allez pouvoir tricher tranquille au qui c'est qui l'a dit avec votre égérie Cécile de Ménibus. Non, mais c'est bon. Vous savez bien que je ne triche jamais. Mais bien sûr, je sais, vous n'êtes pas du tout un tricheur, pas une racaille. Vous êtes un type extraordinaire, chimiquement pur. On est au courant. Qu'est-ce que j'aime, on le voit vous depuis traitez des de mois. racaille, j'adore ça. Anne Mazoyer est avec nous, fondatrice de Fair Value Corporate, Anne Public Affaires, cabinet de relations publiques internationales. Bonsoir Anne. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir et on est ravis d'accueillir aussi Sylvain qui nous appelle d'Avignon où vous nous écoutez, Philippe, on le disait tout à l'heure, sur le... Là, j'ai un trou de mémoire. Ah là, quelle déjà déception. en DAB+, ça c'est sûr et certain. Et sur le 95.2. 95.2. Voilà, et on vous souhaite la bienvenue Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, merci. Comment ça va? Ça va et vous? Écoutez, très bien. C'est une petite voix là, non, tout va bien? Ouais, c'est une voix d'une personne qui a commencé tôt sa journée. Ah, très bien. La France qui se lève tôt. C'est très bien. On adore ça, la France qui se lève tôt. Et vous vouliez nous parler de l'exemplarité de nos politiques. Ouais, j'ai un coup de gueule et un constat. À l'heure où on nous demande de faire des efforts de partout, moi j'ai un gros problème et on en discute beaucoup dans mon cercle d'amis. D'accord. On a un problème d'exemplarité de nos politiques en France. Comment voulez-vous faire confiance à des gens qui sont là depuis 40 ans et qui sont pour la majorité poursuivis pour divers faits? Dernière en date, le ministre de ma filière, de mon secteur, qui vient d'arriver et où on vient d'apprendre qu'il est poursuivi pour abus de bien social. Alors, il y a une enquête, il n'est pas mis en examen. Il y a l'ouverture d'une enquête, ce qui ne veut rien dire du tout. Oui, ce qui ne veut rien dire, mais bon, au bout d'un moment, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Nous,
simples Français, on n'a plus confiance par rapport à ça. On a besoin d'exemplarité quand c'est des chefs d'entreprise, hein, quand ils gèrent un ministère, ce sont des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, s'il fait n'importe quoi, ses employés sont bons. Il a besoin de donner l'exemple et de pousser les gens à aller vers l'objectif, demander, annoncer. Là, nous, en voyant ça, déjà, on n'a pas forcément envie de faire d'efforts et puis on n'a plus du tout confiance en la classe politique générale. Tous les jours, il y a des sujets qui sortent comme ça. Ouais, 30 secondes pour tout le monde. 30 secondes, malgré le constat que fait notre ami Sylvain, je continue à défendre la classe politique, évidemment à l'exception des transgresseurs incontestables. Mais l'exigence d'exemplarité, elle existe. Allez, on a 14 secondes pour 2 personnes. Eh bien, moi, je vais juste dire que je suis sur la ligne de Philippe Bilger. Il y a évidemment des exemples, mais je pense que la classe politique a énormément progressé par rapport aux années 70, 80, 90, les mallettes de billets, la MNEF, etc. Je pense que vraiment, elle est de plus en plus exemplaire. On aurait raté ça, Philippe David. Oui, on a raté ça. Elle n'a pas le choix de toute façon, parce qu'on est condamné à la transparence avec les réseaux et avec un certain nombre de médias d'investigation. La preuve. Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup Sylvain, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir, en tout cas jusqu'au qui c'est qui l'a dit qu'on vous souhaite, bien sûr, avec beaucoup de bonheur, de gagner. Même si Philippe Bilger a peut-être donné une enveloppe de billets à Cécile de Ménibus. Je dis ça, je dis rien. Ah, c'est ça sur quoi je suis assise. Non seulement de tricher, mais de corrompre. Voilà, je me disais, je suis assise sur un truc, c'est un lingot en fait. D'accord. Je progresse dans l'immoralité. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. De quoi parle-t-on, Philippe? On va parler de François Hollande. Ah bah dites donc, François Hollande, comme ça va faire plaisir à Françoise de Gois. Allez, à tout de suite. Pas sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Maxime. Oui. Voilà, Maxime, notre réalisateur qui connaît tous les chiffres par cœur. Tous. Non, mais Ouais, on en a pas mal quand même. Allez-y. On est à chiffres. plus de 3 200 000 écoutes actives sur le mois de décembre 2024 sur toutes les plateformes. Je dis Magnifique. Bravo. Je dis bravo. Voilà, c'est tout. Ça fait du bien. Merci. Et ça, c'est grâce à vous, parce que de nous accompagner régulièrement. Et pourquoi ? Parce que il y a du lourd autour de la table avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise de Gois et Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate and Public Affairs, et vous au 0826 300 300. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Dans quelques instants, de quoi parle-t-on ? On va parler de Donald Trump qui promet des droits de douane à l'Union européenne, de Donald Trump qui renomme le golfe du Mexique, de Donald Trump qui trouve que l'évêque qui lui a demandé d'être gentil envers les migrants et les LGBT est elle-même très méchante, de Donald Trump qui trouve que la guerre en Ukraine devrait déjà être terminée 2 jours après son entrée en fonction. Donc les 3 mots, c'est Trump. Non, attendez, j'ai aussi un mot sur Donald Trump qui libère un ancien géant de la vente de la drogue sur le dark web, une promesse de campagne au parti libertarien en 3 mots, et 3 mots seulement, il a fallu synthétiser tout ça, on va dire douane, sanctions et drogue. Eh ben on a hâte. Allez, à tout de suite, c'est la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur un ancien président que vous voulez requérir, monsieur le procureur, qui n'est pas Donald Trump, mais François Hollande. Absolument, Quelle surprise. Je suis passionné par les familles politiques auxquelles je n'adhère pas. Parce qu'au fond, on reste forcément objectif. Ça va bien, tant mieux pour la France. Ça va mal, tant pis pour elle. Et là, j'ai noté depuis ce matin des analyses extrêmement intéressantes sur François Hollande qui démontrent ce que vous savez tous, que on commence à le trouver un peu trop présent. Il prend les avancées du Parti socialiste à son compte. Il exagère dans sa relation avec François Bayrou et s'en sert trop. Et par conséquent, il manifeste de manière ostentatoire qu'il a l'intention de se représenter en 2027 parce que, de mon point de vue, qui sera sans doute discuté, il a une campagne présidentielle en retard, en quelque sorte. C'est ce qui explique sa volonté à toute force de revenir. Et donc, je peux comprendre qu'il exaspère un petit peu au sein du Parti socialiste, et notamment Olivier Faure. Mais on ne pouvait pas, à une certaine époque, lui reprocher sa rareté, et quand il intervient, parfois pour la bonne cause, lui dire qu'il devrait s'effacer.
François Hollande 15 ans après, vous y croyez, François Non, pas du tout, d'ailleurs, parce que ce sera une levée de bouclier, pas simplement au Parti Socialiste. Et là où je remercie Philippe Bilger, c'est de bien préciser à quel point il exagère. Il a exagéré ses liens avec Bayrou, il n'a strictement rien foutu dans les négociations, je peux vous le dire. Il a même pas pesé de tout son poids dans le groupe, parce que la non-censure... C'est ce qu'il laisse entendre. Mais bien sûr, alors que la non-censure, elle était quasiment acquise avec ou sans François Hollande. D'ailleurs, je vous l'avais dit en secret dès le mercredi soir, on n'avait pas besoin de François Hollande. Olivier Faure voulait la censure. Non, il a plaidé à la fin pour la non-censure. Je pense connaître mieux les choses que vous. Le Monde a dit qu'il voulait la censure. Le Monde dit ce qu'il a envie de dire. Moi, je vous dis juste les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas analyste, je vous dis juste les choses telles qu'elles sont. Donc, la réalité, si vous voulez, c'est que François Hollande, je comprends qu'il se rêve, si vous voulez, en retour, mais il ne peut pas. Il a brisé les affaires. Tout le Parti socialiste que vous voyez aujourd'hui, tous les Verts se sont reconstruits après ce qu'il a laissé. Le Parti socialiste, il a laissé la gauche en miettes. Quand il part en 2017, quand il prend cette décision folle de pas se représenter, alors que nous sommes des dizaines et un petit groupe de fidèles, dire tu peux pas faire ça, tu peux pas lâcher la rampe, tu vas tous nous tuer, tu vas te tuer. Voilà ce qui est arrivé. Depuis 2018, ce parti, cette gauche, qu'un essaie de se remettre. C'est pas pour qu'il arrive comme un coucou qui vient faire son nid dans le nid des autres. Voilà. Et ça sera irrévocable. Françoise, on me dit que vos vacances sont annulées avec François Hollande. Non, mais je l'adore, mais c'est pas le problème, mais il faut qu'il reste à sa place. Comme Ségolène, laissez-nous vivre, laissez vivre la jeune génération. Alors, ce sont les meilleurs. Mais où ce sont les meilleurs? Réhabiliter un peu François Hollande, peut-être, non? Non. Ah ouais, d'accord, ok. Non, pas vraiment, mais je pense, comme Françoise, qu'effectivement, les jeux sont faits, Philippe. Les jeux sont faits et qu'il ne pourra plus faire fantasmer qui que ce soit. Non. Bien sûr que non. Anne. C'est pas son jour aujourd'hui. Allez. Le profane a parfois raison. Ouais. Écoutez, vous adorez moi j'adore cette personnalité de François Hollande. Elle est Si j'ai le choix entre Olivier Faure et François Hollande, j'hésite pas une seconde. Mais le choix ne se posera pas à vous, heureusement. Excusez-moi, vous préférez pas Félix Mathieu? Moi j'aime Félix Mathieu. Ça tombe bien, moi je l'aime vraiment. Les vraies voix Sud Radio. Avec 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont douane, sanctions et drogue. Donald Trump continue de s'en prendre à un peu tout le monde. L'Union européenne, bonne pour les droits de douane. Joe Biden, bon à rien. La méchante évêque qui l'a sermonné. Et le golfe du Mexique, trop mexicain à son goût. Le président des États-Unis promet aussi de nouvelles sanctions si la Russie ne vient pas négocier sur le dossier ukrainien. Il vient par ailleurs de faire libérer le créateur d'un site illégal de vente de drogue sur le dark web. Promesse de campagne au petit parti libertarien promoteur du marché libre et non faussé. Les vraies voix Sud Radio. La bourrasque Donald Trump continue à déferler sur les États-Unis depuis son retour aux manettes et pas seulement sur le golfe du Mexique, renommé pour l'anecdote désormais golfe de l'Amérique dans les administrations. En tout cas, c'est la consigne du nouveau gouvernement. Des annonces, des petites phrases, des attaques tous azimuts, par exemple contre nous autres Européens qui avons le mauvais goût de ne pas acheter assez de voitures américaines. The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They don't take L'Union our européenne cars. est très, très mauvaise envers nous. Ils nous traitent très, très mal. Ils ne prennent pas nos voitures. Ils ne prennent pas nos voitures du tout. Ils ne prennent pas nos produits agricoles. En gros, ils ne prennent pas grand-chose. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Ils nous traitent très, très, très mal. Donc, ils sont bons pour des droits de douane. Ces mesures contre les produits européens, d'ailleurs, on en reparlera vers 18h10 dans les vraies voix. Mon petit doigt me dit qu'un certain Philippe D est dans les starting blocks à faire ronfler le moteur de sa Chevrolet pour un coup de gueule sur notre balance commerciale. Donald Trump qui inspirera aussi le tour de table, ou plutôt devrais-je dire l'homélie de Françoise de Gois dans un peu plus d'une heure. Car Donald Trump réclame des excuses à cet évêque qui avait osé l'appeler en pleine messe à la miséricorde envers les migrants et les personnes transgenres. Une méchante évêque, a-t-il commenté ensuite. Pas très passionnante, n'est-ce pas ? J'ai pas trouvé que c'était une bonne messe. Ils peuvent faire beaucoup mieux, commente Donald Trump avant de réclamer donc des excuses à cette religieuse. On va y revenir. Entre autres déclarations, il espère aussi voir son ami Elon Musk racheter TikTok. Et il annonce par ailleurs la création très prochaine d'un énorme consortium américain avec tous les géants de la tech. Together, these world-leading technology giants are
Stargate, ce sera le nom de ce géant projet. 500 milliards de dollars d'investissement prévus pour développer l'intelligence artificielle en bâtissant des centres de données géants à travers les États-Unis. Et puis Donald Trump qui promettait de mettre fin à la guerre en Ukraine pendant sa campagne. Bah oui, souvenez-vous, sauf qu'apparemment la Russie n'est pas aussi coopérative qu'il ne l'espérait puisqu'il envisage donc de nouvelles sanctions. Sounds likely. The war should have never started. If you had a competent president, which you did. Cela semble probable. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Si vous aviez eu un président compétent à l'époque, ce qui n'était pas le cas, la guerre n'aurait jamais eu lieu. La guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Donald Trump, qui donc au passage ne digère toujours pas la défaite de 2020, même une fois pourtant revenu au pouvoir. Vous pensez à une paix rapide? Il avait dit qu'il rencontrerait Poutine et Zelensky. En 24 heures. Je ne m'en moque pas. Il a dit 24 heures. Personne et lui-même savait que ce ne serait pas en 24 heures. Mais contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, Si, j'y croyais, moi. les défauts de Donald Trump et ses erreurs, ses foucades, sont précisément le signe d'une personnalité qui tiendra par ailleurs les promesses fondamentales qu'elle a données. Oui, alors je serai vous. Alors attention, vous faites beaucoup de paris entre Hollande et Trump. Déjà, il va se heurter au mur j'ai du fait réel. aucun pari Oui, sur oui, il Hollande. tiendra toutes les promesses. Si. Quoi qu'il advienne, bon, il est erratique, mais en même temps, voilà, c'est un type qui enfonce les lignes. En gros, voilà, il utilise le pouvoir performatif du verbe pour enfoncer les lignes et voir de quel côté ça retombe. Le problème, c'est que comme c'est le président des États-Unis, eh bien, quand vous parlez, ça implique et ça indique des choses. Il est en train, tranquillement et sûrement, et je l'en remercie, de forger l'Union européenne à nouveau. Et ça, franchement, mais si, vous verrez que vous allez voir. Je pense quand même qu'il faut arrêter de penser qu'on n'a pas les moyens d'emmerder Trump. Hein. Je pense que nous avons, nous aussi, l'Europe, largement les moyens de l'emmerder. Donc, c'est sa stratégie. Il enfonce les lignes. Il regarde comment ça réagit. Je pense que les Européens vont bien réagir. Ils réagissent bien déjà. Paix en Ukraine. Paix en Ukraine, oui, certainement. Mais paix russe. Certainement. Mais paix russe. Paix russe, parce qu'il faudra Attendez. que Zelensky négocie, mais ça serait trop long, c'est un autre débat. Mais en tout cas, certainement que l'Union européenne a les moyens d'ennuyer Bien effectivement les États-Unis, mais à quel prix? À quel prix? Et ça ne sera pas au prix d'une solidarité totale, c'est certain, et c'est là-dessus qu'il est en train de jouer. On c'est verra. sûrement. On verra bien. Certain. C'est les institutions. Mais moi, je cela pense que- dit, c'est vrai que l'Union européenne est le plus grand partenaire économique des États-Unis. Donc il ne va pas s'asseoir dessus. Juste en une minute, en 10 secondes. en 10 secondes, l'Union européenne va être maligne, c'est de s'opposer par ses institutions et pas par ses chefs de gouvernement. S'opposer par ses institutions. C'est ce que préconise Thierry Breton hier sur notre antenne, il avait raison. Pas sûr qu'il ait raison. Donald Trump qui vient de faire libérer le créateur d'un site illégal de vente de drogue. Oui, on parle d'un homme condamné en 2015 à de la prison à perpétuité, tout de même, après la fermeture par le FBI du site sur lequel il vendait de la drogue via le dark web. Silk Road avait généré tout de même quelque chose comme 200 millions de dollars. On parle pas La route d'un de tout la petit soie, site. c'est quand même C'était original. pas le petit dealer, quoi. 200 millions de dollars, il était quand même condamné à la perpétuité. Sauf que le petit parti libertarien en avait fait un symbole pour faire vite de la liberté du commerce entravé. Alors qu'à cela ne tienne, pendant la campagne, I will commute the sentence of Ross Ulbricht. Donald Trump, avait promis de libérer ce dénommé Ross Ulbricht et c'est désormais chose faite. Il l'a annoncé sur son réseau Trust Social. Je viens d'appeler la mère de Ross William Ulbricht pour lui faire savoir qu'en son honneur et celui du mouvement libertarien qui m'a soutenu si ardemment, j'ai le plaisir de signer une grâce totale et inconditionnelle pour son fils. Voilà, service Quand même rendu. Extraordinaire. Demande, Hein. Là, je vois que toute la droite et la droite radicale et l'extrême droite qui se pâment sur Trump depuis 24 heures. Je ne suis pas certaine que ce genre de décision, d'un seul coup, refroidisse pas tout le monde. Je sais pas. Des deux côtés, les grâces ont été scandaleux. Ah oui, Biden qui gracie sa famille. Non mais la grâce même des types du Capitole, excusez-moi, François. Non, mais des deux côtés. Oui, enfin, des deux côtés. Non, mais exprimez-vous, parce que vous êtes non, vous êtes dans l'idolâtrie de Trump, là. Gracier un dealer. Gracier, non, je le taquine, j'ai le droit. Gracier un dealer comme ça, c'est ça. Il a commis une erreur. Excusez-moi, à 200 millions de dollars, c'est pas un dealer. Hein. Oui, c'est un homme d'affaires. Donc il gracie un homme d'affaires, c'est ce que vous êtes en Vous train avez de me tous dire. bien compris, c'était libertarien et non libertin. On est d'accord? Oui. Non, mais on préfère Philippe être libertin, je pense. pas compris. Il a eu un grand Allez. sourire. Vous restez avec Parce nous. qu'on est chez les dingues, on est d'accord un peu quand même. Ouais. Allez, de toute façon, on a encore l'occasion d'en parler de 4 ans. Donald Trump jusqu'à 19h. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, Éric Ciotti propose de réduire les dépenses en supprimant départements, régions et métropoles. Alors parlons vrai.
Vu l'état des finances publiques, a-t-on encore le choix que d'y aller autrement qu'à la tronçonneuse ou à la serpe, si vous préférez le travail manuel? Et à cette question, dépenses publiques, comme dit Éric Ciotti, faut-il une loi tronçonneuse? Vous dites oui à 86%, vous voulez réagir, encore et toujours, le 0826 300 300. Et Charles Aloncle est avec nous, député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le député. Est-ce qu'on est dans la politique spectacle? Non, je pense pas qu'on soit dans la politique de spectacle. Alors pardon, je viens d'arriver, donc j'ai pas entendu ce que vous disiez jusqu'à présent. Nous, en tout cas, ce qu'on a proposé hier, ce qu'on a présenté hier, c'est 30 mesures très concrètes, chiffrées. Et un travail que la droite n'a jamais mené jusqu'à présent par paresse intellectuelle, je pense. Donc, pour le coup, c'est pas de la politique spectacle. Ouais. Dans un instant, merci bougez beaucoup. pas. 0826 300 300. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, nous sommes avec Philippe David jusqu'à 19h avec vous. Ça va mon Philippe David? Ça va toujours bien. En votre compagnie, ça va toujours bien de toute façon. La crème de la crème, Philippe David. Flatteur, c'est Vous pouvez répéter, remettez-en une louche, s'il vous plaît. La crème de la crème, Philippe David. C'est un peu insuffisant. The cream of the cream, the creamest. Non mais c'est une crème renversée non plus. Ah oui, là il y a une crème tournée. In cauda venenum. Non mais toujours. Vous savez comment elle est, Ménibus? In cauda venenum, toujours. Ça part très bien dans le... Et derrière. J'ai appris un mot avec en tout cas, François certainement pas un depuis des flan. années. Passer crème, je savais pas. Ah, ça passe crème, ça veut dire que ça passe tranquille. Oui, oui, et donc Ah bon, vous j'ai saviez appris un vocabulaire. Passer grâce à crème. Antoine. Bref, autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois, Anne Mazoyer et Mazoyer, pardon, pourquoi je dis Mazoyer, pas du tout Mazoyer. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. À chaque fois que l'État reçoit 1 000 €, il en dépense 1 380. Nous ne pouvons plus continuer à être asphyxiés, donc il faut diminuer ces dépenses. Sacré Éric Ciotti, El Loco Denissa. Voilà. Des propositions très simples. Il n'y aura plus la commune et une autre collectivité. Plus d'ARS, plus de rectorat. Il y a 400 000 normes en France. Elles nous font perdre 4 points de croissance. Javier Milei a taillé violemment dans les dépenses publiques et les normes. Et alors à court terme, il a plongé le pays dans la récession à 2,8% en 2024. Mais le gouvernement vient d'annoncer un excédent budgétaire, le premier en 14 ans. Voilà. Éric Ciotti donc s'affiche avec une tronçonneuse inspirée du président argentin. Le président de l'UDR propose une loi pour élaguer les dépenses publiques avec suppression notamment des départements, des régions et des métropoles. Alors parlons vrai, est-ce que afuera va devenir le mot à la mode pour la préparation du budget? Et à cette question, dépenses publiques, comme dit Éric Ciotti, faut-il une loi tronçonneuse? Vous dites oui à 86%, vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Charles Aloncle est avec nous, député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR. Monsieur le député, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous. Bonsoir. Philippe Bilger. Alors, ça n'est pas la radicalité du projet d'Éric Ciotti qui m'inquiète. Moi, je pense que l'état de la France est tel aujourd'hui qu'une radicalité intelligente et opératoire serait souhaitable. Ma deuxième incertitude vient du fait que j'ai l'impression que nous sommes tout de même dans un pays, je dirais presque saturé de démocratie avec des instances, des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des juridictions, et je ne parle même pas de l'Europe. Et troisième élément, ce qui me semble rendre ce projet impossible, malgré de très bonnes idées dedans, c'est le fait que nous n'avons pas, dans notre classe politique, et je ne veux pas être offensant à l'égard d'Éric Ciotti, qui a des qualités, il l'a démontré en ayant le courage de s'allier avec le Rassemblement national, nous n'avons pas un Trump, nous n'avons pas un Trump français. Par ailleurs, c'est pas parce qu'il y a Trump que ça marchera aux États-Unis, donc ça c'est le premier point. On va tous se calmer. Il n'a pas réussi son premier mandat, Trump. Pourquoi est-ce qu'il il a réussi à relancer jusqu'au Covid, mais il n'était pas parti d'aussi loin sur l'inflation. Mais vous allez voir, la question de la vie chère. Nous ne sommes pas d'accord. Par ailleurs, deuxièmement, j'en ai un peu marre qu'on nous sorte Javier Milei. Ok, l'Argentine n'est pas la France. Les droits sociaux, le modèle social de l'Argentine n'ont jamais été ceux de la France. Ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même production, ça n'est pas la même échelle. Et Javier Milei a foutu l'Argentine, je peux en parler, la moitié de ma famille est argentine, sur la paille, avec des logements, une dérégulation du prix des
loyers. Alors bien sûr, ils peuvent avoir un excédent budgétaire, évidemment, quand vous coupez tout. Donc, écoutez, je veux bien qu'on surfe sur ce qui semble être la folie, l'énergie masculiniste de Donald Trump. Il faut pas raconter n'importe quoi. Vous supprimez les rectorats. Vous savez à quoi ça sert les rectorats? Vous supprimez les ARS. Les ARS, malgré tout ce qu'on en a dit, ont été très utiles pendant la crise du Covid. Vous ne pouvez pas déréguler un pays comme vous le faites en Argentine, c'est pas vrai. Alors en tout cas, on peut pas le déréguler à grands coups de tronçonneuse. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Et je pense que dans le contexte actuel, ce fameux millefeuille administratif et territorial également est compliqué à gérer pour la plupart des citoyens. Mais je pense qu'on peut peut-être par étapes, ce que vous disiez Philippe, et ce que vous sous-tendez de toute façon également Françoise, on peut peut-être par étapes se poser certaines questions, mais peut-être que vous allez nous répondre. Alors et vous, au 0826 300 300, venez nous redire pourquoi vous voulez faire de la fuera pour les comités Théodule, pour les échelons administratifs. Aude vous attend. Monsieur le député. Vous député. n'avez même pas donné le numéro. Mais si, au 0826 300 300 au début. Ça veut dire que vous l'écoutez pas. Si, mais il faut religieusement. Il faut le faire à la fin. Enfin, vous cassez toutes nos habitudes. Allez, on y va. On vous laisse la parole. Allez, monsieur le député, vous les avez entendus. Aujourd'hui, on en est où? C'est-à-dire qu'on veut vraiment tout sabrer? C'est quoi? On parle de quoi exactement? Bon, déjà autour de la table, je me rends compte qu'il y a peut-être des représentants de 13% des auditeurs qui sont contre ces mesures. Et alors 14. Aussi 14. Vous avez les auditeurs qui votent, des auditeurs qui votent, à mon avis. Mais, en fait, je pense qu'il faut partir d'un constat. La France, c'est le pays des 400 000 normes. 400 000 normes, ça pèse à peu près donc 100 milliards par an, 4% de notre PIB. La moyenne des pays européens, c'est 0,5%. La France, c'est le pays où le Code du travail contient 10 000 articles de loi. Petite comparaison, en Suisse et dans les pays nordiques, c'est entre 200 et 300. La France, c'est le pays où on a 1200 opérateurs d'État qui bien souvent reprennent des compétences déjà assurées par l'État lui-même. La France, c'est le pays aussi où vous avez 4 niveaux de collectivité territoriale entre l'État et les communes elles-mêmes. La France, enfin, c'est le pays où vous avez 57% de PIB de dépenses publiques, record du monde. Parfait. Et pourtant, je pense que personne autour de la table ne pourra dire qu'on a des services publics qui s'améliorent, que ce soit la justice, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'éducation, notre sécurité. Donc, on voit qu'en fait, il est temps de couper drastiquement dans ces dépenses nuisibles. Alors nous, on a fait des propositions, on a fait 30 propositions très claires avec 3 axes et je serais ravi de les détailler, mais je pense que vu à quel point les signaux sont massivement au rouge, il est temps de prendre des mesures, comme Philippe Bilger le disait, radicales. La France est le pays, la France est le pays où, quel que soit votre revenu, vous êtes soigné pour un cancer du foie ou du pancréas ou n'importe quoi, que vous soyez pauvre ou misérable. Non, mais s'il vous plaît. Moi, j'en ai marre d'entendre ce réquisitoire sur la France qui serait. Mais écoutez, j'ai le droit de dire. Mais bien sûr, François. Mais n'allez pas chercher tout de suite le misérable. Non, mais je cherche pas le misérabilisme. Est-ce que vous avez lu tous les papiers venant de la campagne américaine et des États-Unis sur la façon dont sont soignés les malades aujourd'hui? Ce n'est pas du misérabilisme. Quand vous n'avez pas d'argent aux États-Unis, quand vous êtes un ouvrier de la belt, de la Green Belt ou de la Rust Belt, eh bien vous ne pouvez pas vous soigner. Non, justement, nous ne sommes pas les États-Unis. Et nous avons des dépenses sociales justement pour nous permettre ça, pour nous permettre d'avoir cette. Mais c'est une catastrophe. François, les hôpitaux en France aujourd'hui, il y a des gens qui attendent dans des brancards en pleine épidémie de grippe. Vous allez encore plus couper. Monsieur le député, qu'est-ce que vous appelez, quel est votre critère pour distinguer les dépenses nuisibles des dépenses utiles? Je vais vous donner un exemple très simple. On parlait des hôpitaux. La France est l'un des seuls pays où, par exemple, les hôpitaux entières des fonctionnaires qui travaillent dans les hôpitaux, c'est du personnel administratif. C'est pas des gens qui sont là pour soigner, c'est des gens qui sont là pour sur les directeurs, remplir de la paperasse, des formulaires. C'est pas la moitié. Faire des synthèses, des comptes rendus. 30%. L'éducation nationale, c'est pareil. On a 350 000 fonctionnaires sur 1 200 000 qui ne sont pas devant des élèves. Non mais d'accord, tout le drame de la France, c'est qu'on a de la bureaucratie, on a de la suradministration, on a du personnel administratif. L'intelligence artificielle est un formidable levier pour rationaliser tout ça. Moi, je viens du monde du privé.
J'ai monté une boîte, c'était une banque en ligne. J'ai fait ça sur les 7 dernières années. L'intelligence artificielle a déjà apporté beaucoup de solutions, beaucoup d'optimisation dans le privé. Pourquoi on n'appliquerait pas ces méthodes aussi dans le public? Mais ma question, alors, comment... Philippe, pour répondre à la question, alors, attendez, s'il vous plaît. quelques questions, quelques réponses. Déjà, c'est toute cette suradministration, ces personnels administratifs, on voudrait mettre un seuil à 20% de personnel administratif. Dans une administration, il faut que 80% des fonctionnaires soient missionnés de service public, soit devant des patients, soit devant des Français. Ça déjà, c'est une première mesure. Alors le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. On commence déjà avec notre auditeur du jour, Sylvain, qui est chef d'entreprise. Bonsoir Sylvain. Rebonsoir Sylvain. Bonsoir. En franco-provençal, comment dit-on afuera? On vous laisse réagir. Je ne pourrais pas vous dire, je suis désolé. Allez-y Sylvain, on n'a pas beaucoup de temps. Moi je suis tout à fait d'accord avec le député. La seule chose que je vais vous rajouter en fait à ce qu'il a dit, c'est qu'il faut le faire en fait. Il ne faut pas en parler, il faut le faire. Ça fait 40 ans qu'on dit que l'État est obèse et qu'on dépense beaucoup trop d'argent. Ça fait 40 ans que nous, citoyens, on l'entend, mais quelles réformes ont été faites? La RGPP, Sarkozy 2008, qui a été un désastre. Voilà, ça a été un désastre. Un désastre avec les flics. Ouais, mais on recule de 5. On avance de 2 pas, on recule de 5. Au bout d'un moment, il faut avoir le courage, il faut l'assumer. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. L'État n'a plus d'argent. C'est comme une entreprise. Voilà. Au bout d'un moment, il va falloir couper dans les dépenses, arrêter le millefeuille administratif qui moi je suis patron d'entreprise, ça me rend fou. Je vous jure, ça me rend fou. C'est 50% de mon temps d'activité, le millefeuille administratif. Donc on n'est pas productif et on rapporte rien. Restez avec nous, Paul, qui est avec nous, agriculteur. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Mon auditeur précédent a résumé en partie. Nous, le problème qu'on a, c'est cette suradministration. On a des gens qui contrôlent tout et qui ne servent à rien, en fait. Et on a des fonctionnaires, par exemple, dans les soignants, il y en manque. Dans les forces de l'ordre, il y en manque. Je pense qu'il faut redéployer les moyens de l'État. On ne demande pas moins d'État, on demande mieux d'État. Et aujourd'hui, la paresse intellectuelle, c'est de toujours augmenter les prélèvements et les impôts. Ça suffit. Et on supprimera l'OFB. Pour tous les agriculteurs, l'OFB, c'est un nuisible. C'est l'Office français de la biodiversité. C'est ça, ils viennent contrôler en armes les agriculteurs. Ils ne sont pas là pour les aider. Ils sont là pour être une sorte de police absolument scandaleuse. Ça, c'est une dépense nuisible. On la supprimera. Alors, je pense qu'effectivement, ce que vous disiez, Sylvain, est très juste. C'est-à-dire qu'il faut faire mieux. Mais je pense qu'il faut faire plus aussi. Parce que moi, en tant que chef d'entreprise, et que ce soit du reste à Paris ou en région, je trouve qu'il y a des strates administratives qui ne servent pas à grand-chose. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en charge de ces fonctions ne servent à rien, mais c'est la fonction elle-même qu'il faut revoir. Donc probablement qu'il y a un travail, mais qui ne se fera pas. Vous qui voulez que ça se fasse rapidement, ça ne se fera pas rapidement. Parce que comme vous le disiez très justement, ça fait 60 ans que ça dure. Je voudrais juste préciser, parce que je suis en ultra-minorité, à 13%, donc des gens qui nous écoutent et qui réagissent. Je suis désolé, on est passé à 12. Ouais, en plus, je m'en fous complètement, parce que la réalité, c'est que dans la réalité des urnes, ça marche pas. Éric Ciotti, il fait 3%, hein, donc bon, voilà. Non, je dis juste, mais soyez sérieux, je dis juste que tous les gens, ils ont raison, moi je pense que sur l'idée du mieux d'État, je pense qu'effectivement, il faut mieux rationaliser. Mais la France est aussi un très grand pays, il faut arrêter avec l'apocalyptique sur la France, c'est la 6e ou 5e puissance du monde, nous sommes exceptionnels dans bien des domaines. Si la France est aussi à cette puissance-là, c'est aussi parce qu'elle a cette ossature de l'État, là, c'est tout. Allez donc voir comment ça se passe en Grande-Bretagne. On prend la flotte partout. Allez donc voir. On prend la flotte partout. Tous les indicateurs sont au rouge. On est le seul pays de l'Union européenne à être en déficit budgétaire depuis 3 ans. Non, écoutez, tous les indicateurs sont au rouge. Mais de quoi vous parlez? On est le seul pays depuis 3 ans à cumuler, à augmenter nos déficits. Prenons la situation italienne, prenons la situation allemande. François, non, là je peux pas être d'accord. On vous entend pas là. Le critère que vous avez évoqué tout à l'heure est très pertinent, puisque beaucoup de Français le partagent. Le fait qu'on donne de l'argent et que les services publics, à l'évidence, marchent mal. D'où vient cela, à votre avis? Parce que je pense que c'est un peu comme les impôts. Trop d'impôts tue l'impôt. À un moment donné, il y a un niveau de dépenses publiques où quand on met trop de dépenses publiques, trop de fonctionnaires devant certains services, trop de comités théodules, trop de collectivités territoriales, trop d'agences et d'opérateurs de l'État, en fait, ça ne marche plus. L'enchevêtrement
des compétences, c'est pas moi qui le dis, c'est un macroniste qui le dit. Le maire de Charleville-Mézières, l'année dernière, a remis un rapport au gouvernement. C'est 7,5 milliards de coûts chaque année. Quand vous avez, moi je suis un élu de terrain, pour un sujet très précis, par exemple d'aménagement du territoire, autour de la table, il y aura le préfet, les services de l'État, il y aura la région, le département, des intercommunalités, des EPCI, des syndicats. C'est quoi des EPCI? C'est des métropoles. D'accord. Voilà, vous aurez les communes et vous aurez la le communauté député. de communes. Oui, Enfin bon. communauté de communes. Vous avez 15 acteurs autour de la table pour résoudre un sujet qui pourrait être résolu peut-être par 2 acteurs politiques. Nous, typiquement, dans les propositions qu'on fait, j'entendais le premier auditeur qui disait il faut en finir avec ce millefeuille territorial. On diviserait le nombre d'élus par 3, on supprimerait les régions et les départements pour créer une nouvelle collectivité, la province, qui viendrait récupérer toutes ses compétences. Y compris le social, par exemple. Non, mais y compris le social, absolument. Y compris le social, c'est ça le sujet. c'est ça. Et aujourd'hui, le partage entre les régions et les départements, personne n'y comprend rien. Les métropoles s'ajoutent à ça, on n'y comprend rien. C'est 20 milliards pour les régions de frais de fonctionnement, 70 milliards pour les départements. À l'heure où on cherche entre 30 et 50 milliards, les mesures, nous qu'on a chiffrées, c'est 120 milliards de réduction de la dépense publique pour libérer entre 3 à 4 points de croissance. Donc les mesures, elles sont là, il faut juste un peu de volontarisme. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ça fait des années qu'on parle de la réforme de l'État, qu'au lieu de supprimer des échelons, on en a ajouté, et que c'est l'Arlésienne, on en parle toujours, mais comme disait je ne sais plus qui, c'est comme les niches fiscales, il y a toujours un chien prêt à mordre derrière chacune. Oui, parce qu'il y a des postes en face de ces gens. Voilà, il y a des postes qu'on n'a pas envie de perdre. En fait, je pense que la droite, moi j'ai appartenu à l'UMP, aux Républicains, et j'en suis parti pour une raison, c'est parce qu'il y a une paresse intellectuelle qui a miné notre mouvement depuis qu'elle est dans l'opposition, depuis à peu près 12 ans. La droite a toujours tourné autour d'une marotte, c'est la suppression du nombre de fonctionnaires. Fillon, c'était 500 000, Pécresse, c'était 200 000, mais il n'y a eu aucun projet abouti, chiffré, concret, pour pointer ou porter cette réduction. Non, on ne savait jamais. Exactement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est pas juste des grandes annonces sur des chiffres, des nombres à 6 chiffres de réduction de nombre de fonctionnaires, c'est exactement où est-ce qu'on va les supprimer. On a publié par exemple une liste de 100 opérateurs d'État prioritaires qu'on supprimerait dès la première année. Donc tout ça pour dire la simplification. Je pense que la droite en a beaucoup parlé. Elle s'est jamais mise à bosser sérieusement sur le sujet. Nous on l'a fait, ça nous a pris des mois. C'est l'ADN de notre engagement politique et on ira jusqu'au bout. Merci beaucoup Charles Allongue d'avoir été avec nous, député. On n'est pas d'accord, mais il a des convictions. Moi j'adore discuter avec la droite, il a des convictions. De ce côté-là. Oui, mais et moi je pense aucun doute là-dessus. Et moi je pense que le député ne doit pas être mauvais au qui c'est qui l'a dit. Ah gardons-le. Ah non, non, on n'a aucune chance. Vous voulez faire le quiz de la J'en serais ravi, moi j'ai toute ma soirée là. Excusez-moi, la cour d'école est terminée. À partir de maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et puisque nous sommes en bonté aujourd'hui avec Philippe David, nous avons décidé de rester jusqu'à 19h. Voilà. Bah oui, voilà, c'est ça. Nous avons décidé de garder Françoise Degois, de garder Philippe Bilger et de garder Anne Mazoyer, bien sûr. Et puis pas que. Puisque la preuve qu'on fait du social. Hein. Ah bah oui. Je voulais juste dire qu'il y avait un quota, il y a un quota dans toutes les entreprises. Vous rentrez très bien sur ce quota. Hein, voilà. Ah bah ce soir, ça, j'ai rien. Hein. Nous, Philippe David et Cécile de Ménibus, quota Cotorep. Je ne vous mets pas dedans, c'est pas la peine d'être solidaire d'un maté comme ça. Et Charles Allongue est avec nous, député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR. Et vous n'avez pas intérêt à gagner parce que ça va vraiment nous énerver. Sylvain, c'est à vous, mon cher auditeur du jour, avocat d'Avignon, pardon. Vous pouvez lancer le jingle. C'est parti pour le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Non, on est sobre, on est bien, on est sobre. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit 3 points? Trump n'est pas Captain America. Sylvain. Ah, c'est bien ça. Alors, c'est un ancien candidat à la présidentielle, on vous aide, et ancien Premier ministre. Oh, ça va, arrêtez. Oh, il a eu plusieurs. Hein. Oui, Castex et Dorky. Non. Jean-Pierre Raffarin. Non. Il a des très beaux costumes. Bonne réponse de Philippe Bilger. François Fillon. Qui c'est qui l'a dit sur François Hollande? Il est bien mal placé pour représenter la gauche à l'élection présidentielle. Ce n'est pas Françoise Degois. J'allais le dire. Sylvain.
Olivier Faure. Non. Bompard. Bonne réponse de Françoise Degois. Bien. Qui engrange 3 points. Voilà, qui c'est qui l'a dit sur les retraités aisés? Je pense que ce serait une erreur d'en faire un tabou. Alors, on vous aide. C'est une femme qui a été ministre et qui est maintenant conseillère régionale et chef d'ONG. Ah, je sais. Attendez, C'est Sylvie Flon. Non, c'est un... Elle est mariée. Non, elle est mariée avec un homme politique. Un homme politique. Ah bon? C'est pas Cécile Duflot Qui est proche d'Olivier Faure. Ah, Najat Vallaud-Belkacem. Bonne réponse de Françoise Degois. Mais on lui donne, comme elle avait répondu un peu avant, elle a gêné l'auditeur. Elle a gêné l'auditeur. Elle a gêné l'auditeur, oui. Ramsès II l'a dit aussi. Ouais, c'est bon, laisse tomber la neige. Mon Dieu, la méchanceté. Mon Dieu, la méchanceté. Mon Dieu, surtout la mauvaise foi. Qui c'est qui l'a dit sur les retraités aisés? Ils n'ont volé personne. Ils ont travaillé toute leur vie. Sylvain. Bardella. Non, c'est Fabien même pas. Roussel. Pas mal. Fabien Roussel. Chenu. Jean-Philippe Jacobelli. Non, Odoul. Non. Marine Le Pen. Non. Jacobelli. Bonne réponse. Je l'ai de dit, Philippe Jacobelli. Bilger. Il l'a entendu. Je l'ai dit, Jacobelli. Mais On l'a pas bien entendu. Mais j'ai dit Jacobelli au tout début de la liste. Maxime, vous n'avez rien entendu. On l'a entendu. Non, j'ai dit Jacobelli. Non, attendez, on va mettre la VAR. J'ai dit Jacobelli bien avant tout le monde. Je confirme, Françoise Degois a bien dit Jacobelli. Et bien avant tout le monde. De tout quoi et mi-filia. Il y a encore une valise d'argent là. Allez. Il y a tout de même. Qui c'est qui l'a J'ai dit? une valise, c'est pas d'argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points sur les retraités aisés? Je ne trouve pas que ce soit une bonne solution d'inculper des catégories même plus aisées. Alors, c'est un chef d'entreprise très médiatique. Mais arrêtez de donner des Oui, parce que là, c'est pas un homme politique. Michel-Édouard Leclerc, non? Bonne réponse de Sylvain. Il est bon, Sylvain, super. Il fait un peu de politique quand même. Oui. Qui c'est qui l'a dit? Je veux que l'élection de Donald Trump soit un coup de pied au derrière pour l'Europe. Alors, Sylvain, c'est un nom... Le ministre, comment ça s'appelle? Ah, lui, je l'ai, là, putain, je sais pas son nom. Allez-y. Un jockey. Ministre diplomatique, là, putain, de l'Europe, là, je sais pas quoi. Non, c'est presque le même. Allez-y. Oui, bah oui. Comment? J'ai pas entendu. Oui, un coup de pied. Il a un nom connu pour notamment aussi pour sa cape, pour ceux qui... Cheval. Non. Non, allez, on sait pas. C'était Laurent Saint-Martin. Mais la cape oui, de Saint-Martin. mais oui, bravo. Le manteau de Saint-Martin, on dit. On dit la cape aussi. C'est vrai. Enfin bon, Sylvain, la foire, tout le monde. c'est à lui que vous pensiez, Sylvain, ou pas? Mais non. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il est honnête, Vous Sylvain. êtes vachement honnête, Sylvain. Ouais, parce que moi, le quiz est très pointu. Le quiz est très pointu. Non, honnêtement, Ça y est, on est à combien là? On est 9, 3 et 3. Philippe Bilger, 3 pour Sylvain. Monsieur le député. C'est une catastrophe. Allez, Parce que nous, on est honnêtes. C'est la dernière question. C'est pour ça. Qui c'est qui l'a dit sur la réforme des retraites? Il y a un échec, il faudra injecter une part de capitalisation. Sylvain, Ah bah ça, oui. attendez, Sylvain. Ah ben, on le sait. Le Premier ministre, non? C'est Ciotti. Éric Ciotti. Non. C'est bah un autre si. qui l'a dit. Il n'y a pas que Ciotti qui l'a dit. Mais alors, c'est Édouard Philippe. Non. Non, c'est Éric Zemmour. son meilleur Son ennemi. meilleur ennemi. Laurent Wauquiez. Estrosi. 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 Ah oui, Estrosi, oui, pardon. Mais oui. Alors, je discute la question. Ah non, mais bien sûr, non mais Cléopâtre l'a dit aussi. Dans le Exactement. Cléopâtre l'a dit aussi. Non, évidemment. j'avais une autre citation d'Éric Ciotti, mais qui était plus loin. On crève de ce millefeuille territorial, on ne comprend plus rien. Il faut garder 2 échelons, la commune et la province. Éric Ciotti. Est-ce que On peut refaire. Cécile, On peut est-ce faire. que vous pouvez reprendre Non. le JD News où il parle de Non mais écoute, excuse-moi, non mais bien sûr. Les amis, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut regarder qui a gagné? Cher Sylvain, on en est où avec Sylvain? Eh bien, il a eu 3 points. Bah Philippe ouais, Bilger bah moi, a eu je suis 3 points. contente. Bravo, Françoise Sylvain. Degois en a eu 12. Et monsieur le député Anne Mazoyer, je pense que c'est par courtoisie qu'ils ont laissé les autres engranger les Mais points. je vais quand même Et moi, songer à j'aurais- une démission assez rapide. Parce que là, c'est une humiliation. Cécile, Philippe, est-ce que moi j'ai le droit de poser une question aux Allez-y. auditeurs? Oui. Qui est-ce qui a dit la clé de mon succès est la fanfaronnade, je joue avec les fantasmes des gens? Je ne sais Elon pas. Musk. C'est facile. Philippe Bilger. Bilger. Elon Musk. Il vient d'être Pas dit, loin. ouais, il vient d'être dit, ouais, c'est Donald Trump.
C'est Donald Trump. Ah. Ben voilà. Sylvain, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On était très contents de vous avoir. Charles Aloncle, merci beaucoup, député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR. Et merci la France, j'ai envie de dire. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme chaque jour, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David tous les jours de 17h à 19h avec des vraies voix du jour fringantes aujourd'hui. Elles ont des choses à dire. Ah oui. Philippe Bilger, pour commencer, Françoise de Goa et Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate et Affaires publiques, cabinet de relations publiques internationales. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. C'est sur ce numéro que vous nous laissez aussi des messages répondeurs et on les écoute. Bonjour, je suis Patricia de Montpellier. Alors moi, je suis un peu étonnée des propos de Philippe David et de sa rébellion concernant Elon Musk, parce que finalement, Elon Musk, c'est qui ? C'est quelqu'un qui est quand même, comme vous le dites, cultivé, donc il devait savoir que son salut aurait des conséquences et ferait que les gens penseraient effectivement que c'était un salut nazi. Et il faut réaliser que oui, la France est en danger, le peuple est en danger, et le monde entier est en danger, parce qu'il y a des gens qui pensent finalement qu'un petit geste n'a aucune incidence. Mais oui, ce geste a une incidence pour certaines personnes. Donc il ne faut pas l'oublier. Alors oui, c'était mon coup de gueule hier où j'ai expliqué que c'était pas, à mon avis, un salut nazi, je pense absolument pas, mais que le salut de Bellamy, qui était le salut au drapeau jusqu'en 1942, je me suis renseigné au niveau historique, j'ai été lire beaucoup de choses dessus, même les articles de loi qui existaient depuis 1892 aux États-Unis, a été changé en 1942, comme la guerre avait éclaté depuis le 7 décembre 41 entre l'Allemagne et l'Italie et les États-Unis, et que donc, moi j'ai du mal à croire que Musk serait tellement débile au point de faire un salut fasciste ou nazi, peu importe. Enfin, et donc, moi j'ai dit que je pensais que c'était plutôt qu'on a fait vraiment une polémique sur un truc qui, à mon avis, était plus fait pour faire de la polémique. Sur rien, mais je vous rejoins totalement. On voit clairement dans le geste qu'il parle du cœur et il le transmet. Non, mais il faut être malade pour voir un salut nazi. Moi, je crois pas. Je crois que d'abord, ça peut être un salut romain aussi, même si on n'a pas la preuve. Oui, bien sûr, ça c'est le salut romain, mais par ailleurs, on a fait des comme ça. Non, mais d'abord, il en a jamais fait des comme ça. Mais écoutez, juste, je voulais vous dire, je voudrais juste, est-ce que je peux, j'ai vu toutes les photos qui ont été tweetées, etc. Je ne crois pas du tout Elon Musk. Elon Musk, il y a des papiers tout à fait accablants sur lui et des gens qui sont même plutôt de droite, qui rappellent exactement cette façon qu'il a de planter des petits cailloux et d'envoyer à l'extrême droite et aux suprémacistes les signaux qu'il a envie d'envoyer. Je pense qu'il n'y a rien qui était inopportun là-dedans, il n'y a rien qui était impromptu, et voilà. Mais non, mais sérieusement, vous êtes pourtant une femme équilibrée. Je suis une femme équilibrée, je vous dis juste que quand le type le plus riche du monde fait ça à 2 reprises, c'est que ça a un sens. Quand lui-même a eu des propos à la limite de l'antisémitisme, quand lui-même plaide et discute avec Alice Weidel, la patronne de l'AfD, excusez-moi, je pense que le dossier Musk, il est assez lourd, et donc il envoie des signaux, il fait de la politique, voilà, point barre. Non, moi je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je pense que c'est vraiment peut-être après que le dossier est lourd ou qu'il le soit ou qu'il le sera, c'est une autre histoire. Il le sera pas, il l'est déjà. Je ne pense pas qu'il envoie de signes. Je ne crois pas. Surtout, on voit bien le geste. Enfin, écoutez, on est en train de banaliser. Alors, on va entendre parler de ça durant 4 ans. Mais le nazisme, le fascisme. Parce que l'Europe a battu le nazisme. L'Europe a battu le nazisme. On ne fait pas n'importe quoi avec ça. On ne fait pas. C'est lui qui le banalise. Mais bien sûr que si. Regardez son commentaire et sa défense. On va être accusé de Hitler. Mais oui, mais justement. Mais non, il a tort. Parce que c'est l'Europe qui a défait Hitler, d'accord ? Et les États-Unis aussi. Ok. Donc c'est les USA et l'Union soviétique. Mais c'est surtout les Russes. D'accord, ok. Ce que je veux dire, et la résistance aussi française, il ne faut pas la minimiser. Donc sérieusement, on est dans le règne du cynisme absolu. On est dans le règne de l'affairisme. Vous verrez ce qui va se passer. C'est peut-être le règne de l'affaire, mais c'est pas un salut nazi. Dire ça, c'est scandaleux.
Écoutez, moi, je suis très embêtée. il discute avec la patronne de l'AFD, Mais j'ai compris, qui est néo-nazie. Il discute avec Giorgia Meloni, qui est néo-fasciste. Qui est même si formidable. elle Mais c'est bon. Je suis très embêtée parce que le coup de gueule de Philippe David, c'est tout de suite en fait. C'est pas maintenant. Mais c'est après une page de pub. Ah oui, mais non, mais il va falloir gueuler plus fort. Ah bah oui, eh bien je vais gueuler. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Comment? Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h comme tous les jours. Vous pouvez bien entendu commenter au 0826 300 300, commenter sur nos réseaux sociaux, vous abonner à notre compte Twitter, à notre compte Facebook, la chaîne TikTok, YouTube, TikTok, LinkedIn, toutes les plateformes. Et vous serez bien reçus parce qu'on a un service digital qui est extrêmement performant et j'en profite pour les féliciter. Ah ouais, ils sont forts. Franchement, ils sont forts. Toute l'équipe, Laura, toute la bande, là, vraiment, franchement. Chapeau les amis. Trop fort. On vous aime. Allez, tout de suite, Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui est le même qu'hier et qui n'est toujours pas en France puisqu'il s'agit de Washington DC. Washington d'ailleurs, comme dirait Cécile de Ménibus. Pourquoi encore Washington DC? Parce que les propos de Donald Trump tenus hier sur les échanges commerciaux avec l'Union européenne sont à mon avis biaisés, mais risquent d'avoir de lourdes conséquences pour la France. Il est en effet un peu facile d'accuser l'Europe de protectionnisme sur les automobiles parce que les constructeurs américains vendent peu de voitures de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais est-ce la faute au protectionnisme européen ? Pas du tout, puisque l'Europe est l'ensemble commercial le moins protectionniste et le plus libre-échangiste au monde. Le problème est que les voitures américaines ne sont absolument pas adaptées aux routes et aux consommateurs européens et que le prix du carburant en Europe est dissuasif pour acheter ce type de véhicule. D'ailleurs, il y a beaucoup de véhicules made in USA que vous croisez chaque jour sur nos routes, puisque par exemple, les BMW X3, X4, X5, X6, X7 sont fabriqués à Spartanburg en Caroline du Sud et les Mercedes EQE, EQS, GLE et GLS à Tuscaloosa dans l'Alabama. En 2023, l'usine BMW a exporté, américaine bien sûr, pour 10,1 milliards de dollars de véhicules dans le monde et est le principal exportateur automobile aux USA devant l'usine Mercedes. La preuve que les véhicules made in USA sont loin d'être malvenus en Europe, il suffit juste de les adapter aux standards européens. Mais ce qui est à craindre dans le bras de fer qui va venir, c'est que l'Allemagne, pour défendre les intérêts de ses constructeurs automobiles, sacrifie d'autres secteurs comme l'agriculture, agriculture que, subrepticement, Trump a évoqué juste après l'automobile. Je devrais dire un second sacrifice de l'agriculture, après la signature du Mercosur, avec comme principal dommage collatéral la France, mais pour Ursula von der Leyen, les paysans français ne comptent pas face aux industriels allemands. Certains disaient qu'il allait falloir face à Trump que les Européens s'unissent. Mon petit doigt me dit que ce n'est pas de vin la veille et que les Français vont encore une fois être les dindons de la farce. Je trouve votre point de vue très intéressant, Philippe, parce qu'il me permet aussi de dire quelque chose à quoi je tiens de manière un peu présomptueuse. Ne dites pas mon nom. Je suis énervé par Dieu sait, j'aime beaucoup chez Donald Trump le combat anti-woke. Oui. Mais pour le reste, je trouve délirant la manière dont on l'idolâtre en ne voyant pas à quel point sa politique financière de va, d'une certaine manière, léser nos intérêts. Son but, c'est de porter atteinte à la France et à l'Union européenne. Donc, on devrait avoir au moins un peu de retenue et de réserve. La limite. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réserves. Hier, il y a quelqu'un qui est assez maligne et qui joue très bien et qui s'est bien tenu à l'écart, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, parce qu'elle sait très bien que très rapidement, la politique menée par Donald Trump va taper directement ses propres électeurs. Ça, c'est le premier point. Je serais Elon Musk, je commencerai quand même à faire grise mine, parce que il a dit dans son discours d'investiture fin de la bagnole électrique. Là, il parle des bagnoles américaines qui se vendent pas, mais celles qui roulent aux hydrocarbures. Je vous rappelle quand même que Tesla est un
triomphe quand même sur le marché européen. Il est en train de... Vous avez vu, il revient quand même à l'industrie américaine des années 80 de Papa Reagan, c'est-à-dire en gros la bagnole et les hydrocarbures. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, je pense quand même, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je vois déjà dans les ferments des réactions des institutions européennes, je vois une vraie réaction coordonnée. Vous allez voir que Trump ne va pas rouler sur l'Europe comme ça. Et là où il est injuste, et je serai Musk, je me méfierai, c'est qu'il est en train de passer par perdre des profits, à mon avis, la bagnole électrique, car Tesla est probablement la voiture électrique la plus vendue en Europe. Sinon, moi, je pensais à certaines idolâtries médiatiques, vous voyez. Parce que la classe politique idolâtre pas. Hein. Chère Françoise, permettez-moi de m'opposer, parce que c'est vrai que le Parlement européen monte au créneau depuis ces derniers jours. Et Ursula von der Leyen aussi. Non, elle est montée parce qu'on lui a mis un coup de pied où je pense. Mais on s'en fout, elle est montée. Parce que très clairement, et elle ne donne aucun argument qui puisse aujourd'hui certifier qu'on va vers une union de l'ensemble des 27. Je pense au contraire que ça sera très compliqué. Comme vous le disiez tout à l'heure en citant Madame Meloni ou d'autres, le président hongrois et puis même d'autres délégations. C'est vrai que il y a une désunion, il y a quand même aujourd'hui certains pays et qui comptent, qui sont vraiment dans l'idolâtrie trumpienne, pour X mille raisons. Ils ont tort, ils ont raison, ça sera une autre histoire. Il y en a deux pour le moment. Mais nous, non, il y en a plus. Vous avez quand même l'Autriche également. Enfin, tous ceux qui aujourd'hui ont voté à droite et à l'extrême droite sont trumpiens. Et ils le prouvent. Donc, si vous voulez, nous avons aussi un problème actuellement sur les questions de défense et de sécurité qui sont des problèmes de l'Union, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Parce que sur les autres questions, je suis désolée que ce soit la voiture ou le reste, ça va être très compliqué pour nous Européens, très très compliqué. Personne n'est en mesure de nous défendre aujourd'hui. Et ce n'est pas le colloque entre Olaf Scholz et Monsieur Macron qui a eu lieu tout à l'heure, parce qu'ils se sont invités mutuellement à l'Élysée, que ça va donner quelque chose. Vous verrez. Vous verrez. Merci Moi, je pense qu'on va toucher les intérêts américains. Allez, tout de suite, l'info en plus. Dans un deuxième temps, j'espère, peut-être. Allez les enfants, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Dans un deuxième temps, mais pas dans un premier. Et justement, Emmanuel Macron, vous en parliez, Anne recevait aujourd'hui le chancelier allemand Olaf Scholz, et la nouvelle donne aux États-Unis était omniprésente. Et oui, justement, à peine de retour à la Maison-Blanche, effectivement, Donald Trump qui promet donc ses droits de douane contre les importations européennes pour rééquilibrer sa balance commerciale. Eh bien, le président Macron en appelle à une réponse européenne unie. Nous sommes extrêmement alignés pour mener un agenda de compétitivité très puissant. Simplification massive, urgence aussi pour soutenir certains secteurs critiques, l'automobile, l'acier, la chimie. Au temps dans lesquels nous entrons, c'est plus d'unité, plus d'ambition et d'audace, et plus d'indépendance des Européens. C'est cela qui nous anime, et c'est en ce sens que nous continuerons d'agir. Face à lui, le chancelier Scholz a renchéri. Il appartient plus que jamais, dit-il, aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte et souveraine, une Europe attachée aux liens transatlantiques, mais qui sache affirmer aussi ses intérêts propres et les défendre avec ses valeurs et ses instruments européens, dit Olaf Scholz. Cette rencontre bilatérale avait une portée personnelle aussi, avec des législatives en Allemagne mal engagées pour les sociodémocrates d'Olaf Scholz le mois prochain. C'était sans doute la dernière fois que les deux dirigeants se voyaient comme ça. Alors pour l'occasion, Olaf Scholz a sorti le grand jeu. Vive l'amitié franco-allemande. Voilà, le chancelier en französisch dans le texte. Juste un mot, c'est vrai que lors du premier mandat de Donald Trump, Macron était encore très fringant et Angela Merkel était encore très puissante. Là, les deux, le couple est en difficulté sur le plan législatif, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne riposteront pas. Alors qu'ils ne ripostent pas, c'est une chose, mais le fait, est-ce que ça sera efficace? Moi, je ne pense pas, en tout cas dans un premier stade, qu'après peut-être il y ait une prise de conscience et qu'il y ait une réunion des États de l'Union peut-être, mais je pense que là, ce qui a été dit à l'Élysée, c'est gratuit, ça ne coûte rien, puisqu'il y en a un qui va être éliminé dans quelques jours, et que l'autre, de toute façon, n'a pas d'autre choix que d'essayer quand même de porter l'étendard de la défense européenne. Merci mille fois les amis. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, de quoi parle-t-on? Je vais parler de Mediapart. Françoise de Gois. De l'évêque qui a fait la morale, la seule qui a osé un peu s'opposer à Trump dans cette journée folle de Trumpomania. Anne Mazoyer. Et pourquoi a-t-on raison de ne pas avoir totalement peur de Donald Trump? On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, vous pouvez réagir bien entendu, on vous attend jusqu'à 19h. Bienvenue, c'est les vraies voix.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec évidemment sublime Cécile de Ménibus. Ça vous va? Après la crème de la crème, je vous qualifie de sublime. Ça vous va? Allons-y. Perdons pas de temps. Perdons pas de temps avec des flagorneries. Allez-y. Des flagorneries. Un peu plus médiocre, même s'il mérite le respect, Philippe Bilger. Il se venge. En fait, il se venge. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il se venge, ah oui, de son coup de gueule. La lie de l'émission, Françoise Degois. Non mais attends. Je laisse Et dire. attends ce que tu vas dire. Attention. il a besoin. L'excellente Anne Mazoyer. Ah oui, voilà. Moi, je suis la lie, Il y en bien a sûr. deux, Philippe Bilger aussi, quand même. Voilà, Mais là- donc, il y a moi, il y a la mais lie. vous avez le droit de dire ce que vous ne pensez Non, pas. mais ce qui est intéressant, c'est qu'il sera noté que je suis l'Ali de l'émission. Non, mais vous imaginez le gars jusqu'où il va. François, Le type, il y a- il gueulait au début de semaine Non, mais parce qu'on Françoise- traitait les gens de connards à la Non, télé. non, mais- Moi, il vient de me traiter de lit. Non, de non, parce lit de qu'il a l'humanité. oublié la fin. C'est l'alibi. En fait, Ouais, c'est pour ça. c'est pas faux. J'essaye de le solver comme je peux. L'alibi de l'émission et de la radio d'ailleurs. Et puis tout de même, la liste, pas vrai. c'est excessif. Ça mais n'est pas vrai. La pente négative est assez... Allez, soyez les bienvenus. Continuez. Va. Soyez les je sauverai, bienvenus. je dirais que vous Le avez caché tour des de gauchistes table pendant la guerre. je De le l'actu dirais. des vraies voix, si je peux en placer une. Pardon. Buenas tardes, amigos. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, votre tour de table, c'est sur le film de Mediapart, sur l'affaire Sarkozy, qui s'intitule Personne n'y comprend rien. Oui, alors c'est un film que j'ai vu hier au Luminor, un cinéma menacé d'ailleurs près de l'hôtel de ville. Et vraiment, le film, c'est un documentaire, est remarquable. Parce que... il résume de manière impeccable l'ensemble des éléments grâce à des commentaires de Fabrice Arfi et Karl Lasquet, l'ensemble des analyses, des investigations qui ont abouti aux articles remarquables de Mediapart et en définitive au renvoi d'un certain nombre de prévenus devant le tribunal correctionnel, dont Nicolas Sarkozy. Alors, ceux qui continuent à prétendre, comme je l'ai entendu sur CNews ou ailleurs, qu'il n'y a rigoureusement rien à l'encontre de ces prévenus, que c'est de la fantaisie, de la fiction, de la partialité, une magistrature dévoyée, je leur demande instamment d'aller voir le film. Alors, ils ne seront peut-être pas convaincus, mais ils ne diront plus dorénavant qu'il n'y a rien. C'est remarquable de limpidité, de clarté. Après, ce ne sont pas des n'importe quoi, ce sont des charges. Alors, on verra ce que décidera le tribunal. Mais bien sûr, c'est trop léger de dire il n'y a rien. Enfin, un procureur de France et de la République française peut pas avoir un renvoi de je ne sais pas combien de pages et en prenant à la légère, en disant ok, bon, on renvoie pour rien. Bien sûr, et encore une fois, bravo Fabrice Arfi et bravo Carlas, parce que il faut aller voir. Et puis le Luminor, c'est bien que vous en parliez. J'adore ce cinéma, absolument. Il est vraiment très en danger. Mais je pense qu'il faut rendre hommage là aussi au journalisme d'investigation. C'est important. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a qui sont un peu partisans, quel que soit du reste le bord auquel ils appartiennent. Mais là, c'est véritablement... donc on va suivre ton conseil, on va y aller et le voir. Et je suis exaspéré, Anne, je finis rapidement, par les gens qui détestent Mediapart. Je peux le comprendre, mais ils ne regardent même pas. Il y a la part d'idéologie de Plenel, on peut en penser ce qu'on veut, mais sur l'investigation, à droite comme à gauche, souvent, c'est tout à fait remarquable. Ils ont toujours été, là, il faut quand même rendre hommage à Edoui Plenel, quelle que soit sa pensée politique. Mediapart a été vraiment d'une impartialité dans la façon de faire tomber les gens de gauche comme de droite. Je rappelle Cahuzac, quand même, c'est Mediapart. Et c'est pas, et on pourrait faire toute la liste. Evenou, c'est Mediapart. Enfin, l'arbitrage tapis, l'arbitrage. Non, mais vraiment, Mediapart là-dessus a une très puissant. Françoise Degois sur l'évêque. Bah alors, Marianne Budd, qui a été, vous savez, qui a la messe traditionnelle avant l'investiture, et elle a même pas été cruelle avec Donald Trump. Elle était avec le président vraiment qui allait prêter serment, et elle a dit, par rapport à tous les propos qu'il a eus auparavant, elle a dit, je vous demande d'être miséricordieux, d'avoir de la miséricorde avec les migrants que vous qualifiez de criminels, mais la plupart ont des problèmes de papier, quittent de la misère, quittent de la violence.
parfois n'ont même rien à manger. Je vous demande, Monsieur le Président, d'être miséricordieux, rempli de miséricorde. Il y avait rien de, comment dirais-je, le pape aurait pu faire un discours comme ça. Enfin, c'est un discours très social. Non, mais c'est un discours très social de l'Église et qui était respectueux. Donc maintenant, Trump, la dame est très méchante. Il est complètement, enfin, il est immature totalement. Et puis il a un problème vraiment avec les femmes. Donc là maintenant, elle est très méchante. Il demande des excuses, etc. C'est complètement délirant cet infantilisme. Moi, je trouve ça très inquiétant du président. Mais j'ai trouvé que quand même dans cette espèce de torrent général, c'est le lot des investitures, y compris pour celle de Joe Biden. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas un problème. Dans ce torrent, cette femme, elle a dit les choses telles qu'elle avait envie de les dire, et j'ai trouvé ça courageux. Si je n'avais pas été Trump, bien sûr, je serais resté et je n'aurais pas sorti cette déclaration absurde. La messe est nulle ou je sais pas quoi. J'aurais écouté ce qu'elle disait. Mais un Trump, c'était mais même pour Trump, c'était beaucoup ce qu'il a fait. Non, parce que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le roi de la manipulation et de la déstabilisation. Et puis il dit n'importe quoi pour voir ce que ça va donner, pour provoquer le chaos. Donc je pense que là où vous avez raison, François, c'est qu'il a une part d'infantilisme sur laquelle nous ne pouvons pas aujourd'hui nous prononcer, et je pense que ça sera très compliqué, et que son rapport aux femmes, c'est peut-être un rapport à la mère qui est compliqué, mais enfin on ne va pas commencer à faire l'analyse de Monsieur Trump. Voilà, parce que sinon on est en direct pendant 15 ans. Il y a des bouquins qui ont été faits là-dessus, bien sûr, oui, c'est un problème avec sa mère, bien sûr. Justement, Anne, puisque vous venez sur ce sujet, il faut certainement prendre les déclarations de Trump au sérieux, mais surtout pas au pied de la lettre. Exactement, c'est-à-dire je crois qu'il y a deux phases, il faut le prendre au sérieux, parce que ce qu'il est en train de faire et les décrets qu'il est en train de prendre, le pire, c'est pour nous en tout cas le droit des douanes, enfin les droits de douane qu'il va nous imposer, et je pense que nous avons assez peu de marge de manœuvre, parce que d'abord l'Europe est désunie, je le redis, mais c'est une réalité. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui la question des institutions, oui, l'état de droit c'est probablement le seul socle sur lequel on peut se reposer pour s'opposer à Donald Trump, c'est sûr, mais ça va être compliqué. Donc il faut le prendre très au sérieux, parce qu'il a un déficit avec nous de 156 milliards et qu'aujourd'hui, il est obsédé par la réduction de ce déficit commercial. C'est vrai que probablement le gouvernement de Biden nous a laissé les coups des franches et que ça ne sera plus le cas. Maintenant, là où il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est qu'il faut quand même se dire qu'il va y avoir un principe de réalité et qu'il va s'y heurter lui-même. Parce que la situation d'il y a 8 ans n'est pas la situation d'aujourd'hui, et que c'est peut-être au moment où lui-même va se heurter à un certain nombre de problématiques que l'Europe pourra remonter. Mais je pense que dans un premier temps, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Vous avez raison, Anne. Au fond, les seules limites que Trump s'imposera, c'est celles qu'il décidera de s'imposer. Sinon, la grande force et un petit peu délétère dont il va bénéficier, c'est qu'il se permettra absolument tout par rapport à ses objectifs. Et c'est une grande force dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je voudrais répondre à ce que tu... je voudrais rajouter une chose. Tu as d'autant plus raison, Philippe, qu'en fait, il a une méthode qui n'est pas une méthode politique, c'est une méthode d'homme d'affaires. Ce qui veut dire qu'il y a une diplomatie qui est absente de ces négociations et qu'il y va cash. Absolument. Bon, moi, il a une stratégie qu'on a appelée la stratégie du fou. On l'a déjà dit et redit, utilisée par Nixon. C'est-à-dire que parfois, on a, on peut avoir des déclarations qui sont complètement incongrues. C'est-à-dire, il fait bouger les lignes. La diplomatie, en règle générale, et le multilatéralisme, c'est de trouver les mots et d'essayer de faire bouger ensemble les lignes. C'est ça, la diplomatie. Souvent, les diplomates disent, voilà, ça a bougé, etc. C'est au millimètre, au petit pas. Trump, lui, il fait exploser les lignes. Voilà, c'est sa stratégie. Il fait exploser, mais ça ne veut pas dire qu'il reste sur l'explosion. Et je suis d'accord avec Anne. Le plus grand exemple pour moi a été la Corée du Nord, où ça a été l'insulte. Ils sont tous les deux montés à l'échelle des perroquets. Vous vous en souvenez, il y en avait un. Ils sont même traités de petites bites, je pense. Non, mais vraiment, ça a été ça les mots, je pense, de Donald Trump. Voilà. Et en réalité, 3 semaines après, ils étaient comme cul et chemise à Pyongyang, ensemble, ou je ne sais pas où. À Singapour, pour se serrer la main, etc. Donc, je vois bien, mais il n'empêche. J'entends
tout ce que vous dites parce qu'on essaie d'atténuer le malheur qui nous est arrivé. Mais la réalité, c'est que c'est épuisant et que la réalité, c'est que ça peut, dans un monde aussi instable, aussi générer des choses que lui-même ne maîtrise pas. Merci beaucoup en tout cas pour ce tour de table. Dans un instant, vous restez avec nous. Le coup de projecteur des vraies voix. La ministre du Travail suggère de taxer les retraités qui gagnent plus de 2500 €. Une idée désavouée par Matignon. Alors parlons vrai. Est-ce que vu l'effort à fournir, tout le monde ne devrait pas être mis à contribution, y compris les retraités? Et à cette question, les retraités à plus de 2500 € doivent-ils payer une nouvelle taxe pour combler les déficits? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. C'est ce qu'on appelle quelque chose d'un totalement impopulaire, c'est ça? C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie en tout cas pour votre fidélité à Sud Radio. On essaye de tous les jours de repousser les lignes, d'être de mieux en mieux, de meilleur en meilleur. On espère en tout cas que voilà, en tout cas ça fonctionne. On est content avec Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Degois, Anne Mazoyer, fondatrice de Fair Value Corporate Affaires Publiques. Et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On peut aussi faire contribuer les retraités. Voilà, les retraités qui peuvent se le permettre notamment. Et de quelle manière? Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire qu'il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées sur les retraités, encore une fois, qui peuvent se le permettre. Excellente idée d'Astrid Panossian-Bouvet. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'il y a une charge d'effort qui pèse énormément sur les travailleurs. C'est pas correct que les travailleurs se prennent tout sur leurs épaules. Ça suffit, les Français ne sont pas des vaches à lait, les retraités n'ont pas volé leur argent, ils ont travaillé et cotisé toute leur vie, il faut les laisser tranquilles. Un gouvernement se fait, il y a quelques semaines, censurer sur une histoire de retraite, et là ils en remettent une couche. C'est en train de s'ériger en ligne rouge. C'est un sujet qui est ouvert devant nous, mais ce n'est pas la position du gouvernement à ce stade. Et voilà, la ministre du Travail propose de faire cotiser les retraités les plus aisés, plus de 2500 € pour financer la protection sociale. Idée strictement personnelle, a immédiatement rappelé Matignon, prenant ses distances donc avec Astrid Panossian-Bouvet. Alors parlons vrai, est-ce que ce serait juste socialement, mais suicidaire politiquement, les retraités votant plus que les autres catégories de la population? Et à la question du jour, les retraités à plus de 2500 € doivent-ils payer une nouvelle taxe pour combler les déficits? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, ça peut être une manipulation politique. Souvent, on a des ministres qui jettent des trucs, on attend de savoir comment ça retombe, et si on voit que ça passe pas, on dit « Ah oui, mais elle a dit ça dans son coin et c'est pas nous ». Vous avez raison, Cécile. A priori, c'est une mauvaise idée. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces ministres qui s'expriment à titre personnel, qu'ils gardent ça pour eux, pour leur époux, leur maîtresse, que sais-je. Mais au gouvernement, on ne s'exprime pas à titre personnel. Deuxième élément, ça a été dit hier, tout de même, à partir de 2500 €, c'est tout de même pas le pactole absolu. Considérer qu'ils doivent participer à partir de cette somme, c'est discutable. Et vous l'avez très bien dit, Cécile, ça avait été d'ailleurs évoqué hier. Est-ce que c'est un ballon d'essai que François Bayrou a demandé à Astrid Panossian-Bouvet de lancer, ou est-ce qu'il est sincère lorsqu'il dit ça n'est pas le point de vue du gouvernement? Alors ça, vous savez très bien que vraiment, d'abord, François Bayrou est capable de tout, y compris d'avoir laissé, de pas être capable aussi de canaliser ses ministres et de laisser gambader en liberté. Moi, je suis d'accord. D'abord, la mesure c'est honteux, 2500 €, c'est pas évidemment la panacée. Et je vois et par ailleurs vraiment honnêtement, les retraités ont payé toute leur vie, ont cotisé toute leur vie. Enfin, et en plus de ça, juste un mot. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête politiquement? La retraite, c'est ce qui a fait tomber Michel Barnier. Exactement. La question des retraites, c'est une question qui dépasse la simple question des retraites. C'est quasiment une question philosophique dans ce pays. C'est une question profonde parce que ce pays a soif d'égalité et que la retraite, c'est le modèle social, etc. Comment est-ce qu'on peut être aussi, Astrid Panossian, bête politiquement? Surtout en plein conclave. En plein conclave, en plein négociation avec les partenaires sociaux.
situation. Et voilà, j'arrive, et hop, je balance mon petit truc. C'est exactement comme François Rebsamen qui tape sur le Rassemblement national, alors que François Bayrou a besoin que le Rassemblement national ne censure pas. C'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment des amateurs, mais de Karim Ancilla, hein, pardonnez-moi, mais il faut vraiment être idiot pour réagir comme ça. Alors, je n'irai pas jusque-là parce que je la connais et j'ai travaillé avec elle par ailleurs. Elle est très bien. Mais je pense que je ne crois pas du reste qu'elle soit téléguidée. Je pense que c'est une conviction profonde qu'elle a lâchée alors qu'elle aurait dû effectivement rester dans son devoir de réserve et que c'est une erreur et c'est une erreur politique. Et c'est une erreur politique parce que comme le disait Françoise et comme tu le dis toi-même aussi, dans le contexte, c'est vrai que dans le contexte, on ne peut pas demander à d'anciens combattants qui se sont donné tellement de mal pendant toute leur vie d'être rackettés. Parce que ça serait vraiment du racket. Voilà ce que je pense. Mais la question, est-ce que si on met par exemple une taxe sur les hauts revenus pour les gens qui ont, je dis n'importe quoi, 4 000 € par mois de salaire net, on ne doit pas aussi la mettre pour les retraités qui ont 4 000 € de retraite nette? Mais il n'est pas question de mettre pour les gens qui ont 4 000 € de salaire net la taxe sur les hauts revenus. Non mais tout est envisagé aujourd'hui. Non, rien n'est envisagé. Vous ne considérez pas que 4 000 €, heureusement, c'est pas au revenu. Pour François Hollande, on est riche à 4 000 €. Non, j'étais sûr que vous me sortirez ça. Est-ce qu'on peut vraiment laisser de côté la campagne de 2012 Franchement, ça fait 12 ans. Les hauts revenus, c'est les gens qui gagnent au minimum 8. C'était une belle ânerie quand même. C'était juste pour emmerder Ségolène et la faire déraper pendant la présidentielle. Sachez-le quand même, que c'était juste uniquement la pierre dans le jardin. Bon copain. Bon copain, bon mari, époux fidèle et loyal, comme chacun le sait. Voilà, qui a tout à fait aidé sa compagne à devenir président de la République, comme chacun le sait aussi. Donc, tac, Inco da Venenum, prends ça, je recommence. C'est gratuit, c'est pour nous. J'oublierai jamais. Non, 8 000, 9 000, 10 000 €, oui, ça commence à être des hauts revenus mensuels. Et là, effectivement, on peut imaginer que quelqu'un qui gagnerait 8 000 € à la retraite pourrait éventuellement un peu plus contribuer. Mais là, on parle pas de ça. On parle de 2000, 2500, on doit mouiller. C'est pas possible. On peut pas imposer Regardez ça. le prix des loyers, vous verrez qu'effectivement. C'est vrai, vous avez raison en plus sur les loyers. Oui, mais la question, c'est qu'il faut retrouver quand même beaucoup de milliards, au moins 30. A priori, on n'est pas aux 60, mais que la Commission européenne. On comptait sur toi, Philippe. Oui, là, écoutez, je vous donne tout. La montre, tout. Et on n'y arrivera pas, vous pouvez me croire. Il va falloir trouver de l'argent. Où est-ce qu'on va aller le trouver? C'est quand même la question qui se pose, Philippe Bilger. Mais j'espère que notre ministre Lombard, qui me paraît à la fois sérieux et responsable, trouvera le moyen de sabrer un peu dans certaines dépenses parfaitement inutiles. Pourquoi, sans prendre la plénitude de ce que suggère Éric Ciotti, on n'irait pas faire ces instituts parfaitement inutiles? On peut tout de même trouver des pistes d'économie, me semble-t-il. Oui, mais là c'est des économies sur la machine à café et la photocopieuse. Excusez-moi, on cherche des choses lourdes. La réalité, c'est que tout le monde tourne autour du pot. Il y a un moment donné, il va falloir pousser les très riches, les gens qui se voient verser des dividendes par centaines de millions d'euros. Il va falloir les faire contribuer. Je sais bien que c'est la chose à laquelle ne veut absolument pas toucher ni Emmanuel Macron ni François Bayrou. On veut pas les froisser, mais là, il y a matière à récupérer de l'argent. Il y a matière à récupérer de l'argent avec un ISF, il y a matière à cela. Il y a matière à ramener de l'argent dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que ce soit le travail qui soit taxé ou les retraites? Tout le monde tourne autour du pot, surtout pas déranger les taxations financières, la flat tax par exemple. Pourquoi est-ce qu'on maintient cette flat tax? Donc à un moment donné, il faut... Il est question de l'augmenter à 33 ou à 37%. Eh ben, ça serait pas mal, au lieu, ça serait pas mal. Mais je donne une piste. Non, mais on le sait, c'est l'argent des autres. Mais généreux avec l'argent des autres. Écoutez, Philippe, à un moment donné, il faut bien, à un moment donné, il y a bien un moment donné où il vaut mieux parier. On a le droit de demander à ce que les gens partagent. Un mec comme Bill Gates a affirmé il y a quelques années, je n'ai jamais assez payé d'impôts aux États-Unis. On peut entendre cela. On peut entendre que Bernard Arnault ne paye pas assez. Pardon, Anne, excusez-moi. Alors, c'est pas grave. Parce qu'elles s'emportent. Je comprends très bien, c'est bien. C'est de la passion, François, c'est très bien. La seule chose que je veux dire, je pense qu'il y a il y a des facteurs convergents. Et je pense que c'est pas
un seul facteur qui va pouvoir... D'abord, moi je suis loin de pouvoir dire qu'est-ce qui va nous rapporter le plus, mais je pense que c'est vraiment des études sur la dépense publique, sur certains impôts, sur peut-être aussi certaines économies qu'il va falloir faire dans les territoires ou ailleurs, du reste, sur les comités Théodule qui sont créés en veux-tu en voilà avec des tas de gens à la tête et qui sont payés grassement, etc. Et je ne veux pas rentrer dans les histoires de cabinets de conseil, mais c'est une réalité aussi. Est-ce que je détourne un peu le sujet, mais est-ce que c'est le rôle de la ministre du Travail de faire ces annonces à l'heure où il y a des plans sociaux partout. Mais vous vous rendez compte, mais moi Cécile, merci de poser cette question. Vous vous rendez compte, alors Astrid Panosyan est quelqu'un que j'aime bien en plus, je trouve assez droit, etc. Donc j'ai dit bien, etc. Mais je trouve quand même que c'est pas possible. C'est pas possible d'être ministre du Travail dans l'angoisse qui est en train d'enserrer des centaines de salariés au moment de milliers, pardon, vous avez raison, dans ce moment vraiment critique où en plus de ça la France n'a même pas de budget. Quel est le rôle d'un ministre? C'est d'apaiser. Il ne s'agit pas de faire de la calinothérapie, mais c'est vraiment d'apaiser, de dire nous sommes là. Là, tu ouvres la boîte de Pandore. Et en plus de ça, je le redis, pour reprendre la fameuse phrase de Michel Rocard, il y a de quoi faire tomber 10 gouvernements avec la question des retraites. Et elle y va directement, franco, alors que les partenaires ont beaucoup de mal à voir comment peut atterrir le conclave, justement. En entendant tout le monde, je me dis que quelque part, faire un budget, ça va être impossible, sauf à recensurer le gouvernement. Alors, je vous dis juste un truc. De l'hiver. Je vous dis juste un truc. Si François Bayrou veut que son budget passe, là, je ne dis pas ce qu'il doit faire, mais je dis ce qu'il ne doit pas faire. Il ne touche pas à quoi que ce soit de près ou de loin à la retraite. Et surtout, je veux dire, il donne des choses sur la retraite. S'il ne donne pas des choses, s'il y a l'AME, etc., vous verrez, il sera censuré. Je pense effectivement qu'il y a une marge de négociation qui est très étroite. Et qu'on entame la dernière ligne droite. Dans le micro. On entame la dernière ligne droite et que la marge de négociation sera très très étroite. La route est droite, la ligne est droite, mais la pente est forte. À mon avis, plus que forte. Mais Astrid Panosyan-Bouvet, quand on l'écoute bien, ça n'est pas non plus provocateur ce qu'elle dit. J'ai compris, bien sûr. Non, mais excusez-nous qu'elle nous excuse, Astrid Panosyan. C'est une maladresse. C'est une maladresse et il faut vraiment qu'elle revienne là-dessus elle-même, je pense, parce que ça suffit pas que Bayrou dise c'est pas nous. Absolument. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Anne Mazoyer, vous restez malgré avec la nous. présence de Philippe David, c'était super. Ouais, c'est ça, mais on est obligé de le garder. Oui, je sais bien, après c'est le quota. C'est la France qui nous le réclame. Merci. Dans l'Europe, dans le monde. Le monde, c'est le monde. Trump. Et justement, on parlait des licenciements, ce qui génère aussi du mal-être au travail. Dans un instant, on va revenir justement sur les problèmes de santé, du mal-être au travail dans les systèmes bancaires, dans tous les banques avec énormément de licenciements en ce moment. C'est notre émission jusqu'à 20h dans quelques instants. Soyez les bienvenus, à tout de suite.